Chers téléspectateurs, nous sommes aujourd'hui le samedi 20 juin 2026 et nous sommes fidèles à notre rendez-vous. Nous voulons aborder un thème, une thématique un peu particulière parce que il y a pratiquement 10 ans et quelques jours que le général Jean-Marie Michel Moukoko a été incarcéré. Il y a aujourd'hui pratiquement 10 ans et 4 jours qu'il est dans une cellule à la maison d'arrêt de Brazzaville. Et nous allons essayer, je vous annonce déjà que pour la thématique principale, nous allons faire une évocation sur le général Jean-Marie Michel Moukoko. Mais pour commencer, nous allons vous donner un certain nombre d'informations. D'abord, je tiens à remercier les nombreux téléspectateurs, en particulier les retraités, qui ont réagi à la dernière émission. Je remercie également ceux qui ont fait les commentaires. Et parmi les commentaires que j'ai saisis, il y a plusieurs retraités qui se sont plaints de ce qu'ils ont des difficultés, notamment pour les compatriotes qui sont partis en retraite en 2011 et en 2012. Ils ont des difficultés à avoir leur bulletin de paye qui devrait leur permettre d'obtenir le certificat de cessation de paiement et avancer dans leur dossier de la pension. Alors, j'ai été un peu surpris parce que les années 2011 et 2012, c'est un peu lointain, il y a 15 ans. Et j'ai commencé à mener des démarches pour comprendre un peu. Et il leur a été demandé de se rapprocher du CIBEC. Je suppose que le CIBEC devrait être en mesure de résoudre ces problèmes. Maintenant, pour les retraités, comme je l'ai dit lors de l'émission, la pension du mois de janvier 2026 a été payée le 20 mai 2026. Nous pensions qu'après un mois, on devrait nous payer la pension du mois de février. Et nous sommes en attente et nous observons. Nous allons voir comment les choses se présenteront. Même si au niveau mondial, il y a des évolutions, notamment au niveau de la guerre entre, d'une part, Israël et les États-Unis et l'Iran, mais le pétrole reste quand même à un niveau extrêmement élevé. Et je pense que avec l'hypothèse que nous avons faite dans le budget d'un cours du baril du pétrole à 60 dollars, je crois qu'il y a encore une marge qui devrait permettre au gouvernement d'agir. Maintenant, au-delà de cette information, la deuxième information, c'est la situation qui se présente au niveau de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, la CEMAC. Déjà au mois de février, le président de la commission avait attiré l'attention, avait sonné l'alerte sur la situation critique et préoccupante de cette institution qui est extrêmement importante pour l'intégration régionale. Et là, il y a eu, le 13 juin dernier, une réunion encore à Brazzaville du Conseil des ministres de l'Union économique de l'Afrique centrale, mais la situation demeure préoccupante. Elle demeure préoccupante et l'explication que l'on donne à cette situation, c'est que les Congolais collectent ce que l'on appelle la taxe communautaire d'intégration, qu'ils devraient reverser à la Commission, notamment à l'agent comptable de la CEMAC. Les États collectent bien cette taxe, mais ils ne la reversent pas. Ils ne la reversent pas et la situation aujourd'hui, elle est extrêmement difficile parce que déjà, s'agissant de l'année 2025, le taux de recouvrement n'a été que de 50, je crois, 67%, mais le montant des arriérés est déjà autour de 231 milliards de francs CFA, ce qui est extrêmement élevé. Alors, les indications qu'on a aujourd'hui sur cette situation sont extrêmement préoccupantes parce que le budget pour l'année 2026 a été arrêté à 85,9 milliards. Mais d'après les informations qui ont été données au cours de cette réunion, au 11 juin, il n'y a que 9,3 milliards qui ont été recouvrés. Et la CEMAC atteint un seuil critique. Il y a vraiment une menace existentielle. Et on appelle les États à un sursaut parce qu'il s'agit quand même d'une démarche d'intégration régionale. Et les États devraient agir pour collecter et reverser
Ça ne fait pas partie de leur budget, ce n'est pas une ressource du budget de chaque État. Déjà, il faut reconnaître qu'au niveau de la mise en place de cette taxe, on a voulu favoriser un élément extrêmement important, c'est la solidarité qui a fait qu'on a dépassé le stade où on demandait des cotisations ou des contributions égalitaires pour aller vers une démarche plus solidaire, parce que les pays n'ont pas le même niveau de développement économique. Donc, il y a des pays qui peuvent reverser plus, comme il y a des pays qui peuvent reverser moins. Mais de grâce, il faut, sinon, l'existence même de la commission se pose. Mais la commission, la CEMAC ne peut pas disparaître. Je crois que les peuples de ces 6 pays ne l'accepteront pas et nous devrons pratiquement avancer. Maintenant, le troisième aspect que nous allons aborder, c'est l'aspect, et j'y reviens, nous y reviendrons assez souvent, aussi longtemps que les gouvernants resteront silencieux sur cette situation, c'est le problème de la conformité à la loi. Alors, cette situation devient de plus en plus préoccupante. Pourquoi? Assez souvent, nous avons attiré votre attention sur le fait que le Parti congolais du travail n'était pas en conformité avec la loi. Et si on se réfère à nos lois et règlements, ben, le Parti congolais du travail aurait dû et doit être sanctionné. Ce n'est pas Mirassa qui a voté la loi. La loi est là, elle est dure, mais c'est la loi. Elle doit s'appliquer à tous dans toute sa rigueur. De la même façon, nous avons toujours insisté sur le fait que le président de la République est en situation difficile, délicate, et manifeste d'incompatibilité constitutionnelle. Et j'attire souvent l'attention parce que j'insiste sur le fait que au moment de la prestation des services, avant la prestation, le président de la République n'était pas en conformité avec la loi. Pendant la prestation, il n'était pas en conformité avec la loi. Et après la prestation, il n'était pas en conformité avec la loi. Et j'insiste pour dire que depuis 2002, le président de la République n'a jamais déclaré son patrimoine. Et là, le 16 avril 2026, c'était encore plus remarquable parce que le président de la République, au moment où il prend fonction, il n'a pas déclaré son patrimoine. Ce qui fait que depuis plus de 24 ans, le président est dans cette situation et ce n'est pas du tout normal. J'ajoute à ça le fait que le président de la République ne peut pas être président du Parti congolais du travail. Ça, c'est clair aussi, c'est la loi. Et la loi doit être respectée et les gouvernants doivent donner l'exemplarité à ce niveau. Et nous ne faisons qu'attirer l'attention. Maintenant, nous revenons sur ça. Pourquoi? Mais parce que, au-delà du président de la République, nous nous sommes intéressés au premier ministre et chef du gouvernement. Nous avons constaté quoi? Nous avons constaté que le 17 avril 2026, le Premier ministre Anatole Koliné-Makosso a démissionné. Ça veut dire qu'il y a un constat de cessation de fonction avec son gouvernement. Lui-même, il n'a pas déclaré son patrimoine. Les ministres sortants n'ont pas déclaré leur patrimoine. Et par les ministres sortants, en termes de parti, il y en avait qui appartenaient au PCT, il y en avait qui appartenaient au PRL, notamment le président Fila, et il y avait 2 officiers généraux. Et on ne peut pas demeurer dans un pays où il y a une situation préoccupante au plan économique et financier, dans une situation où, sur ces domaines, on ne respecte pas les lois et règlements de l'art. Donc, encore une fois, nous faisons remarquer que le Premier ministre n'est pas en conformité avec la loi. Il a été reconnu dans ses fonctions le 23 avril. Le gouvernement a été formé le 24 avril et ni lui, aucun ministre entrant ou les ministres qui ont été reconnus, personne n'a déclaré son patrimoine. Mais c'est une situation extrêmement grave. C'est une situation extrêmement grave. Parce que lorsqu'on prend la Constitution, je crois que l'article 101 dit, stipule clairement que le Premier ministre doit se préoccuper de l'application et de l'exécution des lois et règlements qui ont été votés. La situation que nous vivons n'est pas normale. Alors, ce qui fait que aujourd'hui, le Premier ministre, on attire son attention, il n'est pas en conformité avec la loi. Les partis membres de son gouvernement n'ont également pas leurs membres qui ont été nommés ou élus à des autres fonctions publiques, n'ont pas déclaré leur patrimoine. Ces partis ne sont pas conformes à la loi. Et je préfère, pour qu'il n'y ait pas de problème, qu'il n'y ait pas de mauvaise interprétation,
rappeler que parmi ces partis qui ne sont pas conformes à la loi et qui font partie du gouvernement, bon, il y a évidemment l'éternel Parti congolais du travail, parti au pouvoir, qui n'est pas du tout en conformité avec la loi. Et vous avez les partis comme le Rassemblement citoyen, vous avez les partis comme le Club 2002 PUR, vous avez les partis comme l'UPADES, vous avez les partis comme le RDPS, vous avez les partis comme le MAR, vous avez les partis comme l'APC. Pour que ça ne pose pas de problème, il faut dès à présent que ces partis sachent que du point de vue du droit, ils ne sont pas en conformité avec la loi. Et comme ces partis, en fait, dans les faits, ont violé à la fois l'article 50 et l'article 55 de la Constitution, mais au-delà de ces articles, ils ont violé l'article 26 de la loi sur les partis qui dispose clairement que les partis ont le devoir de se conformer à la Constitution. Et quand on fait ce constat, on tombe immédiatement sur l'article 31 de cette loi sur les partis qui doit certainement terrifier les différents partis mis en cause, parce que cet article dit clairement qu'en cas de violation des lois et règlements en vigueur par tout parti ou groupement politique ou de troubles à l'ordre public, le ministre chargé de l'administration du territoire suspend par voie d'arrêté ces partis et procède à la fermeture provisoire de leurs locaux. Donc, vous voyez qu'on est dans une situation, il ne s'agit pas de la langue de bois, il ne s'agit pas d'attaque personnelle, mais il s'agit d'aller sur le fait que la loi est dure, mais c'est la loi. Elle doit s'appliquer à tous dans toute sa rigueur. Nul n'est au-dessus de la loi. Alors, j'aime, surtout quand j'évoque ça, je pense au Premier ministre, parce que dans beaucoup de ces déclarations, il dit souvent que force doit être donnée à la loi. Oui, il faut le déclarer, mais après, il faut être capable de l'appliquer. Parce que demain, il ne faut pas que nous retombons dans des problèmes où le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation sort des arrêtés où il y a des partis qui ne sont pas du tout en conformité avec la loi et qui sont reconnus, ce qui fait apparaître des notions de fraude, de tricherie, etc. Et ce n'est pas une bonne chose. Donc voilà, par rapport à la conformité à la loi, et je sens que les gouvernants sont véritablement embêtés. Il semble qu'ils veulent vivre comme dans la jungle. Mais un État a besoin des lois et règlements. Un État a besoin d'une constitution et ça doit être respecté. Et on ne peut pas, le PCT ne devrait plus faire ce qu'il fait, ne devrait plus fonctionner. Et ils sont incapables de prendre les sanctions. Où sont les institutions comme l'Assemblée, comme le Sénat, etc., pour qu'ils ne font pas de constat, mais en tout cas, nous les y aiderons chaque fois que nous pourrons pour que nous avançons et que nous n'ayons pas du tout de problème. Mais en tout cas, le Premier ministre doit veiller. Bon, il faut qu'il se rende conforme, comme lui-même il a déclaré à la clôture de la concertation de Ouagadougou, que les partis et autres qui n'étaient pas conformes à la loi devaient se battre pour être conformes. Mais quand vous prenez par exemple la déclaration de patrimoine, mais la déclaration de patrimoine doit se faire lors de la prise de fonction et tout ce monde a déjà pris ses fonctions. C'est véritablement dommage. Je ne sais pas comment on peut y avancer. Maintenant, la troisième information est relative à ce que j'appellerais le programme d'action gouvernementale, parce qu'on a lu à travers les réseaux sociaux une note d'information du bureau de l'Assemblée nationale qui annonce que le Premier ministre va présenter son programme d'action gouvernementale le lundi 22 juin. Et je me suis posé la question, mais le Premier ministre a déjà pris ses fonctions. Il a déjà pris ses fonctions. Il a déjà participé à 2 conseils des ministres. Le dernier a eu lieu le jeudi dernier. Il a déjà tenu plusieurs conseils de cabinet. Les membres de son gouvernement ont fait les passations de services entre le 27 et le 29 avril. Et on l'a vu déjà inaugurer un magasin ou quoi au niveau de Pointe-Noire. Et il a pris part aux travaux de la BAD en tant que premier. Nous ne comprenons pas ce qui se passe dans ce pays. Est-ce que les gouvernants pensent que les Congolais ne suivent pas ou qu'on peut leur dire, faire passer un certain nombre de choses ou pas? Je n'y comprends absolument rien. Alors c'est pour dire et dire aux Congolais
que le Premier ministre va peut-être présenter son programme d'action gouvernementale le 22, mais ça sera fait hors la loi. C'est fait et moi, ce qui me blesse et ce qui me préoccupe, c'est que c'est fait au niveau de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire au niveau d'une institution qui vote les lois et qui est chargée de contrôler l'application et l'exécution de ces lois. Mais j'annonce déjà, que ce soit au Premier ministre, que ce soit dans tous les cas, nous avons déjà adressé une lettre au Premier ministre pour attirer son attention là-dessus. En fait, il faut qu'il comprenne que le 22, qu'il fasse ou qu'il ne fasse pas sa présentation, ça sera hors la loi. Ça sera hors la loi et il n'a qu'à relire ce qui est écrit dans le programme, dans le projet de société Ensemble poursuivons la marche. Et lui-même, il n'a qu'à relire ce qu'il a écrit, lui-même, je crois, dans le programme d'action gouvernementale de l'année 2021. Et nous ne pouvons que déplorer ce qui se passe et ce qui se présente. Et c'est véritablement dommage. Alors, l'autre aspect de l'information que nous allons donner, c'est cette affaire de bilan électoral qui a été fait par le PCT. Nous avons vu à travers beaucoup de publications sur les réseaux sociaux, le PCT se réjouit du bilan électoral, se réjouit de ce que le président a été élu à 94,90%, etc. Mais il ne faut pas que le PCT oublie l'essentiel. Il ne faut pas que le PCT oublie l'essentiel. Ce que nous considérons comme essentiel, c'est quoi? Le PCT n'est pas en conformité avec la loi. Et si je prends la loi électorale, je me réfère à l'article 28, qui dit qu'ils ne devraient prendre part aux élections, aux campagnes électorales, tout ça, que les partis qui sont légalement constitués. Mais je vous dis qu'aujourd'hui, le PCT est hors la loi. Et quand on dépasse le cadre du PCT, on va au niveau du président de la République. Le président de la République est président du Parti congolais du travail, en violation flagrante de l'alinéa 2 de l'article 80 de la Constitution, qui dit clairement que le mandat du président de la République est incompatible avec toutes les responsabilités au sein d'un parti politique. Par ailleurs, nous avons dit, et nous ne cesserons de le dire, que depuis 2002, même le 16 avril 2026, le président de la République n'a pas déclaré son patrimoine. Donc, le président de la République a violé, sinon trahi, le serment qu'il a prêté de respecter et de faire respecter la Constitution. Où sommes-nous? Donc, on est parti, et le PCT le sait, que l'élection de 2026 s'est déroulée dans l'irrespect total des lois et règlements de la République. Mais c'est eux qui aiment à dire que la loi est dure, mais c'est la loi. Elle doit s'appliquer à tous dans toute sa rigueur. Nul n'est au-dessus de la loi. Pour être précis sur la question, il faut repréciser que le président de la République n'est pas au-dessus de la Constitution et que lui aussi, il est tenu non pas seulement de respecter, mais d'avoir le devoir de l'exemplarité. Ce n'est pas le cas. Bon, où sommes-nous? Est-ce qu'on peut parler de paix dans un pays où les gouvernants, excusez-moi l'expression, refusent de respecter la loi? Et c'est très grave. C'est très grave. Et quand je vois les PCT, c'est des jouets, ils ont eu 94,90%. Mais je rappelle que cette élection a créé une grande, grande fissure. Pourquoi? Mais parce que plusieurs voix se sont élevées pour dire que les conditions permissibles pour la tenue d'une élection libre, transparente et crédible n'étaient pas réunies. Et beaucoup d'acteurs politiques, beaucoup de partis politiques ont décidé de ne pas aller à cette élection pour ces raisons. Ils ont même appelé les Congolais à rester chez eux. Et les gouvernants savent que les Congolais sont restés chez eux, de sorte que lorsque le, le PCT dit que le président de la République a eu 94,90%, mais allons au débat des chiffres. C'est certainement 94,90% des 10% des Congolais qui ont accepté d'aller à l'élection. Parce qu'il a été clairement établi après plusieurs témoignages, après ce que les Congolais ont vécu, après le fait qu'ils sont restés chez eux, que le taux d'abstention au cours de cette élection a été de 90%. Et ça ne fait l'ombre d'aucun doute. Pourquoi le PCT, pourquoi les gouvernants ont peur de la transparence? Pourquoi ils ne veulent pas que l'on y aille, etc. Poursuit le président de la République
j'ai énoncé un certain nombre de choses et je répète, puisque des gens, il y en a qui commencent à s'agiter pour parler d'élections, etc. Mais le président de la République ne peut pas être président du comité et du Parti congolais du travail. Et le Parti congolais du travail ne peut pas organiser une élection libre, démocratique, crédible, transparente et apaisée. C'est véritablement dommage. Cette situation n'honore pas les Congolais. Cette situation n'honore pas les gouvernants. Mais pourquoi continuer? Pourquoi continuer à rester dans cette situation? Alors, je rappelle notamment aux amis du PCT que le président Denis Sassou Nguesso avait déclaré en 92, et ils le savent, que cependant est vrai le fait que je ne pourrai jamais accepter que la Constitution soit violée. Lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. À partir de là, je peux faire la démonstration que au Congo, il n'y a pas de démocratie, c'est une dictature. Dans tous les cas, c'est confirmé par euh, l'indice de la démocratie qui est de 2,79 sur 10, et c'est véritablement dommage. Donc voilà, en termes d'information, ce que je tenais à dire. Maintenant, comme je voulais annoncer, en termes de thématique, nous allons essayer de faire une évocation sur la situation de notre frère, de notre combattant qui aujourd'hui aura passé déjà 10 ans en prison. 10 ans en prison parce qu'il a fait le choix de mener le combat pour l'instauration de la démocratie, pour le changement et la rupture, pour faire en sorte que nous fassions la politique autrement qu'elle se fait aujourd'hui. Alors c'est pour ça que, pour ceux qui ne savent pas, Jean-Marie Michel Moukoko a été emprisonné le 16 juin 2016. Nous venons de dépasser le 16 juin 2026 et ça fait 10 ans. Et nous lui souhaitons beaucoup de courage parce que 10 ans dans une cellule, etc., ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. C'est donc un choix qu'il a fait pour l'intérêt de notre pays, pour l'intérêt de notre démocratie. Alors, pour aborder ce problème, je vais faire l'effort de lire un petit texte, un texte que j'ai préparé. La première question que je me suis posée, c'est qui est Jean-Marie Michel Moukoko? Évidemment, je ne vais pas rentrer en profondeur dans toute la biographie de Jean-Marie Michel Moukoko. J'ai extrait un certain nombre d'éléments qui me semblent importants pour la suite de l'émission et nous pourrons avancer. Alors, moi, je pourrais dire un certain nombre de choses. La première chose que je peux dire, c'est que Jean-Marie Michel Moukoko est un Saint-Cyrien. Je dis bien un Saint-Cyrien qui, en tant que général, a apporté sa contribution à la bonne tenue des assises de la conférence nationale qui s'est tenue du 25, euh, du 25 février au 10 juin 2000, plutôt 1991. Et je crois que tous les Congolais lui reconnaissent le mérite pour ce qu'il a accompli. Au-delà de ça, je peux ajouter qu'en 1992, à la suite de la crise née du refus des autorités à l'époque, avec le président Pascal Lissouba, de prendre acte de la motion de censure contre le gouvernement de Stéphane Bongo-Noira, il intervient comme négociateur entre l'opposition et la majorité présidentielle pour favoriser le dialogue afin de trouver, afin de trouver une sortie de crise. Et en cela, il voulait éviter qu'il y ait une escalade vers une guerre civile. De cette concertation imposée a émergé un accord qui prévoyait une transition et la formation d'un gouvernement, dit à l'époque gouvernement 60-40. De 2005 à 2016, il a été conseiller spécial du chef de l'État, président de la République, en qualité de conseiller spécial chargé des questions de paix et de sécurité. De 2006 à 2016, il occupe plusieurs fonctions importantes de responsabilité auprès de la présidence de la Commission de l'Union africaine dans le cadre du maintien de la paix. Ceci se déroule d'abord en Côte d'Ivoire, après au Mali, au Sahel, et ça se termine
en République centrafricaine en 2016. En 2015, et ça c'est extrêmement important, en 2015, il prend position contre le changement de constitution. En 2015 également, il annonce son intention de participer à la prochaine élection présidentielle. En 2016, il démissionne de son poste de conseiller spécial du président de la République. Il rentre au pays le 9 février 2016. Le 13 février, au cours d'une rencontre citoyenne, il annonce sa candidature à l'élection présidentielle de mars 2016. Et enfin, immédiatement qu'il a annoncé cette candidature, le 15 février, il tente de se rendre à Pointe-Noire. Il veut se rendre à Pointe-Noire. Et il est interdit de se rendre à Pointe-Noire, malgré le fait qu'on reconnaît la liberté de circuler sur toute l'étendue du territoire. Mais lui a été interdit. Par la suite, ben, il va participer à l'élection présidentielle. Par la suite, il est placé en résidence surveillée. Il est arrêté le 10 juin. La question, c'est de savoir pourquoi il a été arrêté. Et beaucoup de Congolais qui n'ont pas toujours suivi l'actualité se posent toujours la question et essaient de s'efforcer à essayer de comprendre. Nous allons essayer, dans la démarche qui est la nôtre, d'avoir notre approche et de donner notre point de vue sur la situation. Alors, la première chose à laquelle nous avons pensé, c'est qu'il y a eu un problème de conservation coûte que coûte du pouvoir. Pourquoi nous le disons? Nous le disons parce que, à l'issue de la guerre du 5 juin 1997, on va ouvrir, plutôt on va assister au retour du PCT et du président Denis Sassou Nguesso au pouvoir. Et cela va d'abord se matérialiser par l'abrogation de la Constitution du 15 mars 1992, par l'adoption d'un acte fondamental. Et cet acte fondamental va permettre la mise en place d'une transition qui était initialement prévue de 3 ans, mais qui va en durer 5. Bon, pendant cette transition et à l'issue de cette transition, on a préparé des élections générales parce que le souci, semble-t-il, c'était non seulement pour ceux qui se présentaient comme vainqueurs de la guerre, pour transformer la victoire militaire en victoire politique, et puis c'était de doter le pays d'institutions qui étaient mises en place par le peuple, etc., et pour faire avancer les choses. Alors, ce que l'on a vu, c'est que pendant cette transition, on a adopté par référendum la Constitution du 20 janvier 2002. Et dans cette Constitution, il y a un certain nombre de dispositions qui ont été prises. C'est là où on commence à percevoir effectivement la notion de conservation du pouvoir, parce que dans cette Constitution de 2002, il y a des aspects qui apparaissent. Le premier aspect, c'est la limitation de l'âge à 70 ans pour être candidat à l'élection présidentielle. Ça suppose, mais pour les analystes assez profonds, assez préparés sur ces questions, ils se sont bien rendus compte que cette limitation visait en fait l'élimination d'un certain nombre d'adversaires politiques comme Bernard Bakana Kolelas, comme Pascal Issouba, comme Jean-Pierre Tisté Chikaya, comme André Milongo. Enfin, toute la gamme, cette génération, en fait, se trouvait dans une situation et la plupart d'entre eux étaient bloqués parce que pour être candidat, il fallait avoir séjourné sur le territoire national au moins pendant 2 ans. Et beaucoup qui avaient fui le pays en exil, etc., ne pouvaient pas remplir cette condition. Maintenant, l'autre verrou qui a été mis en place, c'est le verrou qui est mis en place s'agissant de la limitation des mandats. Et cette constitution limitait le nombre de mandats à 2. Limitait le nombre de mandats à 2 et insistait bien qu'on ne pouvait pas réviser la Constitution en ce qui concernait le nombre de mandats. Visiblement, lors du premier mandat du président Sassou à partir de 2002, les choses se sont bien passées. Encore qu'il faut faire remarquer que dès l'entrée en vigueur de cette Constitution,
Personne ne l'a respecté. Pas au niveau de la présidence, pas au niveau de l'Assemblée nationale, pas au niveau... Et depuis, les gens étaient restés, prétextant qu'ils ne pouvaient pas, par exemple, déclarer le patrimoine parce qu'il n'y avait pas de texte d'application, ce qui n'était qu'un prétexte fallacieux. Et à notre avis, c'est les, les choses sur lesquelles il faut... Maintenant, ce qu'on a constaté, c'est que de 2002 à 2009, il n'y a pas de problème. De 2009, on pense aller vers la fin du deuxième et dernier mandat du président Sassou. Mais à partir de 2014, il y a une instrumentalisation des Congolais dans certaines des régions qui est préparée. Il y a une instrumentalisation des salles et on nous sort une notion. Il faut absolument aller modifier ou changer la Constitution pour permettre au président Sassou de briguer un troisième mandat. Les raisons évoquées sont nombreuses. Il est le seul à garantir la paix et la stabilité. Il est le seul à conduire le pays à l'émergence. Il est le seul... Enfin, ce qui dénotait que même au niveau du PCT, ils ne reconnaissaient pas la valeur de leur propre État et ce qui posait un certain nombre de problèmes. Et là, ça fait rentrer le pays dans une situation tout à fait particulière. Ça fait rentrer le pays dans une situation tout à fait particulière parce que l'opposition s'est mise debout. La société civile s'est mise debout. Il y avait beaucoup de citoyens, beaucoup de personnalités qui se sont mis debout pour dire non, pas question. Il faut que nous respectons nos, nos, nos lois et règlements de la République, à commencer par le texte le plus sacré, qui est la Constitution. Et ça a divisé le pays en deux. Il y a eu des manifestations qui ont abouti à des bilans extrêmement lourds, etc. Et les choses n'ont pas été faciles. Nous avons d'ailleurs découvert à travers les livres de Jean-Louis Debré, l'ancien président du Conseil constitutionnel, que le président Sassou avait envoyé des émissions, des émissaires vers lui pour voir avec lui comment on pouvait modifier la Constitution pour permettre au président Denis Sassou Nguesso de se maintenir coûte que coûte au pouvoir. La réponse de l'ancien président du Conseil constitutionnel en français, qui est après qu'il ait lu le texte, il a dit, ce n'est pas possible si on veut respecter la loi. Toute autre solution est exclue. Évidemment, comme les gens étaient déterminés pour aller au changement de constitution pour absolument conserver le pouvoir, bon, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, ils ont saisi la Cour constitutionnelle, le président de la République a saisi la Cour constitutionnelle pour demander à la Cour constitutionnelle si, se basant sur un certain nombre de dispositions de la Constitution, je crois que c'est l'article 110 de cette Constitution, ils pouvaient consulter le peuple pour faire évoluer les institutions. Et il faut que cela soit bien compris. Le président de la République a écrit à la Cour constitutionnelle pour demander si en se basant sur un certain nombre d'articles, notamment l'article 110 de la Constitution, il était fondé d'organiser un référendum pour consulter la population en vue de faire évoluer les institutions. Mais ça nous posait déjà des problèmes parce que financièrement, le Congo traversait une grave crise multidimensionnelle et au niveau des institutions, on pensait qu'on ne pouvait pas alourdir les charges. Donc, de ce point de vue, ça créait déjà un problème. Mais comme les gens tenaient absolument, alors, sur cette base, sur la base de l'avis, sinon de la décision de la Cour constitutionnelle, mais les gens estimaient qu'ils pouvaient non pas aller faire évoluer les institutions, mais changer radicalement la Constitution, ce qui n'était pas prévu, ce qui n'était pas autorisé. Et ce qu'il faut dire, c'est que la décision de la Cour constitutionnelle ne permettait pas au président de la République d'aller au changement de Constitution, puisqu'il y avait un verrou. Et ce verrou devrait pratiquement continuer à exister, qui limitait le nombre de mandats à deux. Qui limitait le nombre de mandats à deux. Dans la même veine, nous pouvons dire que cette démarche entreprise par le pouvoir à l'époque permettait de constater également que le Congo était en train de violer l'acte constitutif de l'Union africaine et qu'en même temps, il était en train de violer la charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance. Donc voilà, mais les opposants se sont mis debout, la société civile s'est mise debout. On a fait un certain nombre de manifestations. Vous vous rappelez des
des meetings grandioses qui ont été faits à cette occasion. Nous en avons fait à Pointe-Noire, où le bilan était extrêmement lourd en termes de blessés, en termes de morts, etc. Donc, il y avait véritablement une friction et ce n'était pas possible. Mais ce que nous devons relever à ce niveau, c'est que Jean-Marie Michel Moukoko, qui occupe un poste auprès de la présidente de la Commission de l'Union africaine, mais prend position. Il prend position, il se détermine contre le changement de constitution. Il se détermine contre le changement de constitution. Et comme je vous ai dit, à l'époque, il était encore conseiller du président de la République. Donc, c'était véritablement un coup de massue, un acte très fort qu'il posait et que ça posait, et ça devait lui poser beaucoup de problèmes. Évidemment, ça lui a posé des problèmes, puisqu'il a été convoqué par certaines autorités de notre pays. Des, des, des émissaires lui ont été envoyés pour qu'il revienne sur sa position, qu'il renonce à cette vision, mais il a refusé, il a maintenu. Au contraire, il n'a fait que conforter cette position et visiblement, le constat qu'il avait fait, c'est que le Congo allait déjà mal, très mal, et que nous avions visiblement besoin de changement et de rupture. Donc voilà déjà à ce niveau comment les choses se présentent. Il en a souffert parce que au niveau de Bangui, on lui a retiré sa garde qui semble-t-il était composée des forces spéciales congolaises. Et à notre avis, c'était un choix qu'il a fait. Il avait choisi de mener ce combat. Maintenant, la question qu'on peut se poser, où en sommes-nous aujourd'hui? Où en sommes-nous aujourd'hui? Parce que j'ai essayé déjà de donner quelques clés. Mais là où nous sommes, c'est que la Constitution a été changée, mais les gouvernants ne la respectent pas. Puisque je vous ai dit tantôt plus haut, lorsque j'ai donné les informations, que le PCT n'était pas en conformité avec la loi, le président de la République n'était pas en conformité avec la loi, et s'agissant du président de la République, et même des autres membres dignitaires du PCT gouvernant, en fait, au moment où on change la Constitution, ils ne sont pas en conformité avec la loi. Après le changement de Constitution, ils ne sont pas en conformité avec la loi. Alors, on se demande, la loi, elle est votée pour qui? Est-ce que les gouvernants sont exempts de respect de la Constitution? Et c'est véritablement dommage. Et je crois qu'on ne se trompe pas. Nous ne sommes pas une démocratie. Nous sommes une démocrature. Et cela est prouvé par notre indice de la démocratie qui n'est que de 2,79 sur 10 et qui nous fait placer par nous les pays à régime autoritaire, c'est-à-dire la dictature. Et ça, il faut que nous en prenions clairement conscience parce que ce n'est pas du tout une bonne chose. Mais les gouvernants, le PCT, les autres, font croire à la population que nous sommes en conformité avec la loi et que nous sommes une démocratie. Non. L'Assemblée connaît bien la situation dans laquelle nous nous trouvons. Le Sénat la connaît très bien, puisque assez souvent nous leur avons adressé un certain nombre de lettres et la situation telle qu'elle est connue ne nous permet pas de faire avancer et de faire évoluer les choses. Donc, à notre avis, c'est extrêmement important. Maintenant, après ça, de façon particulière, je vais faire allusion aux appels qui ont été lancés à Jean-Marie Michel Moukoko, surtout à Pointe-Noire. En tout cas, quand au niveau de l'opposition et de la société civile, nous faisions des meetings, des manifestations pour nous opposer au changement de constitution. Mais à Pointe-Noire, nous avons constaté, c'est le deuxième aspect, et le troisième que j'aborde à ce niveau, nous avons constaté qu'il y avait plusieurs banderoles lançant des appels à Jean-Marie Michel Moukoko pour qu'il revienne au pays dans le champ politique. Qu'il revienne au pays dans le champ politique. Donc, il y avait comme, par rapport aux Congolais, surtout à Pointe-Noire, une analyse, un examen de la situation qui avait été fait, le fait que le Congo allait mal, etc., et qu'il fallait œuvrer pour sortir le Congo de la grave crise multidimensionnelle qu'il traversait, etc. Donc, voilà déjà par rapport à l'appel. Et l'appel, il est fait par les populations, par les citoyens congolais. Maintenant, le point qui vient après, qui est au quatrième niveau,
c'est la rupture. La rupture, pourquoi? Mais parce que le 3 février 2016, Jean-Marie Michel Moukoko prend la responsabilité de démissionner de son poste de conseiller spécial du président de la République chargé des questions de paix et de sécurité. Et quand il démissionne, en fond, dans sa projection, il a déjà en vue cette perspective de poser sa candidature pour l'élection et il pense qu'il peut apporter sa contribution pour que l'on aille au changement, à la rupture, pour qu'on fasse la politique autrement qu'elle ne se fait. Je rappelle qu'au moment où il fait cette démission, il est en même temps représentant spécial de la présidente de l'Union africaine, de l'OUA. Il est chef de mission pour la Centrafrique et l'Afrique centrale. Donc, il a annoncé, etc. Mais, un détail qu'il ne faut pas oublier, dans sa lettre de démission, il a indiqué que ce qui se passe dans le pays n'a fait que conforter ma prise de position. Donc, c'est très net. C'est très net. C'est une rupture et qui va essayer de faire bouger les choses. Maintenant, au cinquième point, c'est son retour au pays. Il décide de revenir au pays justement pour se préparer à cette élection le 9 février 2016. Ce retour est très agité au niveau de l'aéroport international de Maya-Maya. Le convoi, son convoi subit les jets de pierre, subit des bombes lacrymogènes, il y a beaucoup de gens qui sont blessés, etc. Ça cause un certain nombre de débats. Mais ce qui surprend l'opinion publique nationale, c'est le silence. C'est le silence des gouvernants. C'est le silence de la force publique. Aucune enquête n'a jamais été menée. Aucune enquête n'a jamais été menée. Et pourtant, l'article 15 de la Constitution est clair. Tous les citoyens congolais sont égaux devant la loi et ont droit à la protection de l'État. Nul ne peut être favorisé ou désavantagé par rapport à son origine familiale, ethnique, par rapport à sa condition sociale, par rapport à ses convictions politiques, religieuses, philosophiques ou autres. Mais vous voyez un citoyen qui a déjà, depuis Bangui, annoncé ses intentions d'être candidat à l'élection présidentielle, qui rentre chez lui, mais qui est véritablement, je pourrais dire le mot est peut-être gros si je dis qu'il a été attaqué, mais un mot qui est souvent utilisé dans le langage courant congolais, c'est qu'il a été caillassé. Il a été caillassé et c'est véritablement dommage. C'est véritablement dommage. Mais ça ne l'a pas découragé dans la démarche qu'il avait choisi d'entreprendre, d'aller de l'avant et de faire en sorte que rien, absolument rien, ne puisse l'arrêter. Et le point suivant, ben, c'est Jean-Marie Michel Moukoko et l'élection présidentielle. Alors, Jean-Marie Michel Moukoko a accordé au cours de l'année 2015 une interview d'abord à RFI. Et s'agissant de l'interview à RFI, il a déclaré ce qui suit. Je serai candidat parce que j'estime que j'ai des choses à dire et que j'ai réfléchi pendant longtemps aux différentes problématiques de mon pays. Je suis en mesure de proposer des solutions à mes compatriotes. Fin de solution. Fin de citation. À une autre interview qu'il a accordée au journal Le Monde, il va déclarer ce qui suit. Au regard de la situation qui prévaut au Congo, le moment est venu pour moi de me présenter pour porter la voix du peuple, car l'heure est grave et la situation politique n'a cessé de se détériorer. Il est temps d'écouter les Congolais qui veulent reprendre leur destin entre leurs mains. Ces propos signifient en termes clairs que le Congo a besoin de changement et de rupture, de faire la politique autrement qu'elle se fait, et que Jean-Marie Michel Moukoko se sent capable d'apporter sa contribution, d'échanger, de parler avec les Congolais et de voir ce qui devrait pouvoir être fait. Et c'est dans ce contexte que le 13 plutôt février 2016,
Jean-Marie Michel Mokoko, lors d'une rencontre citoyenne, annonce sa candidature à l'élection présidentielle de mars 2016. À cette occasion, il a proposé un programme et ce programme est axé est basé sur un certain nombre de thèmes extrêmement forts, puisqu'il s'agit et il est axé sur l'instauration d'un nouvel ordre politique et la rupture avec la gouvernance en place, rupture avec la gouvernance en place. Et ce programme se reposait sur les grands axes suivants. Il y en avait trois. Le premier axe, c'est la restauration de l'État et la moralisation de la vie publique, avec entre autres volets importants, la lutte contre la corruption, la réhabilitation des institutions et la promotion de l'État de droit. Le deuxième axe sur lequel cela se reposait, c'est le redressement socio-économique avec la relance d'une économie qui est en crise. Cette relance est orientée vers la diversification, le soutien à l'emploi des jeunes et l'amélioration des conditions de vie des Congolais face à la dégradation du tissu social. Et enfin, le troisième grand axe, c'est les réformes démocratiques avec l'organisation d'élections transparentes et les garanties d'égalité et d'équité. De sorte que cela, pour Jean-Marie Michel Mokoko, se résume en un triptyque: apaiser, rassembler et rassurer. C'est-à-dire qu'il se présente un homme, non seulement qui veut imprimer une certaine vision, mais un homme de dialogue qui veut être à l'écoute des populations, qui veut être à l'écoute des Congolais et qui veut associer les Congolais aux problèmes de la marche du pays. Et je crois que c'est ça qui est intéressant. C'est ça qu'il faut. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que dès cette annonce, c'est-à-dire dès le 13 au soir, on a commencé à faire circuler une vidéo. Ça a commencé sur les réseaux sociaux, après sur les médias d'État, faisant apparaître Jean-Marie Michel Mokoko qui planifiait un coup d'État. Et les gens, cela a été trouvé de curieux. Et après cette circulation, ben, on a lancé des procédures de poursuite judiciaire contre Jean-Marie Michel Mokoko. De sorte que lorsque il est admis comme candidat à l'élection présidentielle, il est retenu parce que son dossier répond bien aux critères qui sont demandés, mais il a déjà sur sa tête des démarches de poursuite judiciaire à l'endroit de sa personne, ce qui est véritablement curieux. Ce qui est véritablement curieux. Et à notre avis, il faut regarder tout ça. Il faut analyser, essayer de comprendre la philosophie, essayer de comprendre ce qui s'est passé exactement. Maintenant, le septième point qu'on aborde, puisque Jean-Marie Michel Mokoko lui-même a posé le problème, est-ce que les conditions permissives étaient réunies pour une tenue d'une réunion, d'une élection libre, démocratique, transparente, crédible et apaisée en 2016? Alors, cette question était fondamentale. Pourquoi? Mais parce que les opposants, notamment à travers le FROCAD et l'IDC, qui avaient organisé une convention en janvier 2016, avaient décidé d'aller à l'élection, quelles que soient les conditions. Ils savaient que le pouvoir ne voulait pas faire évoluer, ne voulait pas mettre en place les conditions permissibles pour une bonne élection. Alors, quand Jean-Marie Michel Mokoko vient, il estime que ces conditions ne sont pas remplies. Il se bat, il estime même qu'il faut aller au report de l'élection, parce qu'en termes de conditions, elles sont restées les mêmes, puisque ces problèmes jusqu'à aujourd'hui n'ont pas été réglés. C'est lesquels? Ben, vous avez l'éternel problème de la mise en place d'une commission électorale véritablement indépendante aux standards internationaux. Vous avez le problème de la maîtrise du corps électoral. Vous avez le problème de l'établissement des listes électorales fiables. Vous avez toujours ce problème
du texte qui devrait permettre le plafonnement des dépenses de campagne et autres. Mais enfin, tous ces problèmes-là ne sont pas réglés. Et ils proposent en fait qu'on reporte les élections pour que l'on se mette ensemble, qu'on prépare les conditions pour la tenue d'une bonne élection. Mais évidemment, les gouvernements ne veulent absolument rien entendre dire. Et quand vous examinez ce qui s'est passé à l'élection de 2026, mais vous avez suivi les déclarations des partis politiques, des acteurs politiques, qui ont déclaré que les conditions n'étaient pas réunies et qui se sont basés sur ça pour dire qu'ils ne pouvaient pas participer à cette élection. Ils ont même lancé l'appel pour que les Congolais restent chez eux, appel qui a été fortement suivi. Et à notre avis, c'est véritablement dommage. Maintenant, nous allons marquer en termes de huitième point, un petit arrêt sur la campagne électorale. Moi, j'ai été personnellement, j'ai participé à la campagne électorale de Jean-Marie Michel Moukoko depuis son début jusqu'à la fin, c'est-à-dire qu'on a sillonné pratiquement tout le pays, on est passé par toutes les capitales des départements, en commençant par Kinkala, on est passé par, on s'est arrêté à Loutete, on s'est arrêté à Ngaï, à Madingou, on a été à Sibiti, on a été à Dolisie, etc. Tout ça s'est bien passé. Et après, on a commencé par la partie sud, on a continué dans la partie nord, etc. On a été à Ouando, on a même fait une bifurcation à Moussaka, à Lukolela. Ensuite, nous avons été à Evo. D'ailleurs, à Evo, ça a été très pathétique parce que le meeting s'est fait la nuit. Nous y sommes arrivés à 19h et par la suite, on a continué à Mapua, à Wisso. On est arrivé à Info. Mais la campagne s'est caractérisée par vraiment une communion sur les aspects évoqués par Jean-Marie Michel Moukoko relatifs à son programme. Une communion entre le candidat et la population. La mobilisation a été très forte et j'ai retenu quelques instants forts. Le premier, enfin, l'un des instants forts que j'ai retenu, c'est la remise d'un bâton de commandement par les sages de Bouti à Jean-Marie Michel Moukoko à Bouti. Ensuite, l'autre aspect que j'ai retenu, c'est quand nous arrivons après Nkaï, nous arrivons à Dolisie, les étudiants, les jeunes de Dolisie ont tenu à accompagner le cortège depuis l'entrée de Dolisie jusqu'à l'endroit où nous devions être logés, parce que nous y sommes arrivés autour de 23 heures. Le lendemain, nous avons repris après le meeting à Dolisie, nous avons repris la route pour Pointe-Noire. Et pour ceux qui connaissent bien Pointe-Noire, mais les militants, les sympathisants ont tenu à accompagner le cortège depuis l'hôpital général de Louandjili jusqu'à l'endroit où les meetings devaient se passer, c'est-à-dire au rond-point de Lumumba. Et vous voyez cette distance. Ils ont tenu à ce qu'ils marchent, etc. Et que l'on soit ensemble. Alors, ce que j'ai retenu du meeting de Pointe-Noire, la connaissance que j'ai de l'activité politique au Congo, j'ai vu des meetings comme celui qu'on a fait au niveau de l'URDP, c'était en 92, avec Denis Sassou Nguesso au boulevard, mais cela n'avait absolument rien à voir avec la mobilisation qui a eu lieu au niveau de Pointe-Noire. Une mobilisation terrible, une mobilisation terrible. Bref, la campagne a été bonne. On a fait passer, le candidat a fait passer ses idées. Il a été en harmonie avec les populations. Il a échangé avec elles. On a eu beaucoup d'échanges, etc. En tout cas, tout s'est bien passé. Alors, c'est au résultat que nous avons été surpris parce que quand on arrive au résultat, bien évidemment, Jean-Marie Michel Moukoko est crédité d'un peu plus de 13, je crois autour de 13,67%. Il arrive en troisième position derrière Denis Sassou Nguesso, etc. Et vous savez la polémique qui est née au Congo. Ces résultats ont été contestés. Les gens ont estimé, notamment du côté de l'opposition, que sur la base des données qu'ils avaient collectées, ils devaient aller au deuxième tour que Jean-Marie Michel, qui brise pas fait là et Jean-Marie Michel Moukoko, et que le président Denis Sassou Nguesso ne pouvait pas, sur la base de ces résultats, accéder au deuxième. Mais officiellement,
il a été crédité des résultats de près d'un peu plus de 60%, etc. Donc, vous avez cette visibilité et après, la réaction de Jean-Marie Michel Moukoko a été immédiate. La réaction de Jean-Marie Michel Moukoko a été immédiate. Il n'a jamais reconnu les résultats de ces élections. Il n'a jamais reconnu les résultats de ces élections. Il a plaidé pour que les Congolais aillent à la désobéissance civile. Mais là aussi, il n'a pas été suivi par les Congolais à l'époque. Et je crois que c'est un repère extrêmement important qu'il faut, qu'il faut garder. Maintenant, lorsque les résultats sont publiés, vous savez ce qui s'est passé. Le 4 avril 2016, il y a l'attaque de quartier sud de Brazzaville. Cette attaque, les gouvernants l'ont attribuée à des terroristes avec lesquels on ne pouvait pas négocier. Ils pensaient que l'attaque était menée par le révérend pasteur Toumi. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites là-dessus. Et cette attaque qui a eu lieu le 4 avril a déjà fait l'objet beaucoup de morts dès le 5 avril. Et après cette attaque, s'était prolongée dans la partie sud, dans le Poul. Et le bilan est connu. Un bilan extrêmement préoccupant, tant du point de vue des pertes de vies humaines que des dégâts matériels, que des déplacements de la population, que des exécutions sommaires, etc. Et finalement, c'est avec ce que les gouvernants qualifiaient de terroristes qu'ils vont signer un accord de paix entre un conseiller du ministre de l'Intérieur, Raymond Zéphirin Bouba à l'époque, et un représentant du révérend Pasteur Tout. Malheureusement, on constate que le problème de la paix dans le Poul reste toujours pendant, puisqu'on parle toujours de la présence des hommes armés, alors que l'article 207 de notre Constitution interdit la création des milices. Et cette création est considérée comme un crime qui devrait être puni par la loi. Mais nous avons vu encore en janvier 2026 ce qui s'est passé au niveau de Mindoulé, avec le fait qu'une partie de notre population a dû se réfugier en RDC, etc. Et le problème n'est toujours pas réglé. Mais nous évoquons ça pourquoi? Mais parce que pendant qu'on va à un accord de paix qui permet pratiquement d'annuler toutes les poursuites judiciaires qui avaient été engagées, tous les mandats d'arrêt internationaux qui avaient été lancés, mais on n'évoque nullement nulle part le cas ni de Jean-Marie Michel Moukoko, ni d'André Okombisa-Dissa. Et c'est véritablement triste. C'est véritablement triste. Et je crois qu'il faut qu'au niveau des gouvernants, lorsqu'on relit la presse, le serment que le président de la République a prêté devant la nation et le peuple, mais il est dit clairement que le président de la République prête le serment de garantir la paix et la justice à tous. Et ce n'est pas le sentiment que nous avons. Donc, après ça, le point qui vient après, c'est l'arrestation de Jean-Marie Michel Moukoko. Jean-Marie Michel Moukoko sera arrêté le 16 juin 2016. Il sera arrêté le 16 juin 2016 pour, semble-t-il, atteinte à la sûreté de l'État et détention illégale d'armes et de munitions de guerre. Le procès aura lieu en 2018. Jean-Marie Michel Moukoko a opté pour une stratégie de silence. Il sera condamné à 20 ans d'emprisonnement. Mais après sa condamnation, les voix se sont élevées tant à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur pour demander, sinon exiger sa libération. À l'intérieur, on a même mené des démarches pour demander assez souvent la tenue d'un dialogue national inclusif qui aurait dû permettre d'aborder ce genre de questions. Surtout que cet aspect devenait constitutionnel avec l'institution à travers les articles 227 et 228 de la Constitution, du Conseil national du dialogue, organe
de réconciliation, d'apaisement et de recherche de consensus entre les forces vives de la nation. Malgré ça, le dialogue n'a jamais eu. Même l'expérience que Mbele a tentée en 2019 n'a jamais pu aller jusqu'à son terme. On se demande alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Dans un contexte où assez souvent, les gouvernants disent que le dialogue est permanent. Maintenant, nous avons une autre situation. C'est l'avis qui a été donné par le groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire en 2018. Et cet avis dit clairement que l'arrestation de Jean-Marie Michel Moukoko est arbitraire et que Jean-Marie Michel Moukoko devrait être libéré, etc. Mais ça n'a jamais été suivi de fait. C'est vrai qu'il ne s'agissait qu'un avis, mais l'avis n'est pas n'importe quel avis de l'ONU des Nations Unies. C'est quand même un avis juridique extrêmement important, mais qui n'a jamais été suivi. Maintenant, l'autre démarche au niveau des voix qui se sont élevées, et je crois qu'il y a eu la voix en septembre 2019, pendant que le président était en visite officielle, je crois, en France, ben c'est le ministre de l'Europe et de l'ancien ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Yves Le Drian, qui a déclaré publiquement qu'il avait entrepris une démarche auprès du président de la République, Denis Sassou Nguesso, pour que des actes forts soient entrepris à l'endroit du général et homme politique Jean-Marie Michel Moukoko, qui était incarcéré depuis 2016. Et Yves Le Drian avait précisé sur les médias qu'il y avait parlé avec un ton ferme. Mais ça n'a jamais été suivi de fait. Ça n'a jamais été suivi de fait. Maintenant, le point que nous abordons après, c'est un peu de nous appesantir sur le besoin de changement de lecture. Les Congolais veulent-ils réellement du changement et de la rupture? Ce besoin est-il exprimé rien que par les opposants ou par les Congolais? Alors, la réponse que nous pouvons vous donner à ce propos, c'est que c'est les Congolais dans leur grande majorité qui veulent du changement et de la rupture dans ce pays. Et pour évoquer ça, nous allons vous évoquer deux cas. Le premier cas est celui du général Dabira, connu pour être vraiment un proche du président Denis Sassou Nguesso, connu pour avoir occupé de hautes fonctions, surtout au sein de l'armée, et qui a été accusé de rechercher deux éléments, deux tueurs d'élite pour abattre le président de l'avion du président Sassou. Évidemment, dès l'ouverture de ce procès, le général Dabira avait clairement déclaré qu'il avait été accusé sur la base d'un mensonge. Mais le procès a eu lieu. Le procès a eu lieu. Et le général Dabira a été condamné à 5 ans d'emprisonnement ferme, les 5 ans qu'il a déjà purgé, etc. Mais ce qui a préoccupé les Congolais, c'est que pendant ce procès, il y a beaucoup d'aspects qui ont attiré l'attention des Congolais. L'un des aspects, c'est ce débat un peu difficile à supporter qui a eu lieu sur ce que les intéressés ont appelé l'avenir des bougies. Beaucoup de Congolais se demandaient, on doit parler de l'avenir des Congolais. Bon, bref, c'est une parenthèse que j'ouvre, mais il y a d'autres aspects suffisamment importants qui ont été abordés. Donc, le besoin de changement, en réalité, se pose à tous les niveaux, selon nous, au niveau de tous les Congolais. Le deuxième aspect que nous abordons dans cette rubrique, c'est les révélations qui ont été faites par un citoyen panafricaniste angolais qui a révélé, qui a fait des révélations à travers plusieurs vidéos, à savoir qu'il avait accompagné Denis Christel Sassou Nguesso, fils du président, membre du gouvernement, membre du bureau politique du PCT, rencontrer le défunt président Eduardo dos Santos. Et au cours des échanges qu'ils ont eu lieu à cette occasion, Denis Sassou Nguesso a fait une déclaration fracassante dans laquelle il a fait apparaître clairement, selon lui,
s'adressant au défunt président Eduardo dos Santos. Un, que les Congolais n'aiment pas son père. Deux, que son père ne travaille pas bien. Trois, qu'il ne faut pas se fier à l'image qu'il tente de se donner à l'extérieur pour pouvoir agir à l'intérieur. Quatre, ils veulent absolument conserver le pouvoir, ils ne veulent pas du tout perdre le pouvoir. Cinq, pour ça, il a besoin de l'appui et du soutien du président Eduardo dos Santos pour lui permettre de renverser son père. Ce qui veut dire qu'il y a dans les milieux proches du président de la République un désir ardent, certainement, en faisant l'analyse de la situation du pays, en s'accordant toujours, certainement, comme tous les Congolais, que le pays va mal, très mal, et qu'il faut aller à un changement. Malgré les nombreuses vidéos qui ont circulé à ce sujet, les Congolais ont été surpris qu'on n'en ait pas fait le même usage que pour Jean-Marie Michel Moukoko. Le cas de Jean-Marie Michel Moukoko constituant déjà une jurisprudence. Encore que pour Jean-Marie Michel Moukoko, il s'en était expliqué. Il avait expliqué que ça avait déjà donné lieu à certains niveaux, à un certain nombre de débats. Et on pensait, ou il pensait que ce dossier était pris. Et la question qu'on se pose, pourquoi à ce niveau, on a choisi le silence? La loi, c'est la loi. Elle est dure, mais c'est la loi. Elle doit s'appliquer à tous dans toute sa rigueur. Nul n'est au-dessus de la loi. Et on ne peut pas choisir des cas parce que il est souvent dit, je crois que c'est à l'article 168 de la Constitution, que le pouvoir judiciaire est indépendant à la fois du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif. Pourquoi on dit ces cas? Et ce cas est toujours pendant. Ce cas est toujours pendant. D'autant que le citoyen angolais Laurent Sokoko s'était déclaré disponible de venir apporter son témoignage et d'apporter sa part de vérité. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe en réalité? Alors, moi, ce qui me préoccupe, parce que là, ça ne préoccupe pas seulement Jean-Marie Michel Moukoko, j'en suis également préoccupé, c'est lorsque les défenseurs des droits de l'homme, Alex Nzabana Ibaka, qui avait été arrêté en 2021 lors de l'élection, l'approche de l'élection présidentielle, a fait une révélation terrible dans une émission qu'il a fait avec le brillantissime journaliste Christian Florin. Et il a déclaré que lorsqu'il était arrêté, qu'à la CID, pendant les enquêtes, on lui a demandé de citer les noms de Joe Washington et de Paulin Makaya, de Jean-Marie Michel Moukoko, de Clément Mierassa, et certainement d'autres, je n'ai pas tous les noms en tête, en disant que ce sont ceux-là que nous cherchons. Mais ils nous cherchent pourquoi? Alors, ceux qui posent des actes, vous ne les cherchez pas. Et vous allez à la recherche des gens qui n'ont absolument rien à voir. L'administration est-elle neutre? Est-elle partisane? Est-elle partiale? Elle est orientée pour s'acharner sur les opposants? Non, ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. C'est pour ça que nous disons que ces cas doivent être poursuivis. Et il faut faire la lumière. Parce que tous les Congolais sont égaux devant la loi et ont droit à la protection de l'État. Maintenant, le point qui vient après, c'est une question, puisqu'on aborde un peu tous les aspects de cette situation, même si on ne rentre pas dans tous les détails. La question qui est posée, Jean-Marie Michel Moukoko est-il un prisonnier politique ou un prisonnier de droit commun? Les gouvernants ne cessent de dire que Jean-Marie Michel Moukoko est un prisonnier de droit commun. Et son avocat, Jean-Philippe Pesso, avait sur les ondes de la
Radio Internationale, RFI, a apporté la réponse en disant que Jean-Marie Michel Moukoko n'était pas un prisonnier de droit commun, mais que c'était un prisonnier politique. Parce que les chefs d'accusation qu'on lui faisait porter, c'était des chefs d'accusation politiques. Les gouvernants répètent toujours, au Congo, il n'y a pas de prisonniers politiques. Mais si je prends présentement le cas de Maître Bob Kabeni Masuka, est-il prisonnier de droit commun ou prisonnier politique? Puisqu'il s'est agi d'un cas de flagrant délit. Pourquoi ce cas-là n'est véritablement pas réglé? Surtout que Jean-Marie Michel Moukoko jouissait d'une certaine immunité, tout comme ce qui est arrivé à André Okombi-Salissa d'ailleurs, et c'est véritablement dommage. Alors, le dernier point sur lequel je vais terminer, c'est le constat qu'on a une justice à deux vitesses, qui s'acharne sur les opposants, mais qui laisse libres sans être inquiétés les responsables des scandales de crimes économiques et financiers. Et ils sont nombreux. Excédent budgétaire de 14 000 milliards, malversation financière au fonds de soutien de l'agriculture, révélation des Panama Papers sur les Congolais, les 6 Congolais qui détiendraient 5 500 milliards dans les paradis fiscaux, le différentiel de 6 milliards de bourses qui se dissipent chaque année sans jamais laisser de traces. Et présentement, il y a tout un débat sur ce qui apparaît comme scandale au niveau de la caisse de retraite des fonctionnaires. Bref, c'est ce constat malheureux qui est fait. Et quand on fait ce constat malheureux, on arrive à la situation. Et ça, c'est mon point de vue. Jean-Marie Michel Moukoko vit la situation qu'il vit. Parce que, pour moi, les gouvernants sont convaincus que la libération ou la liberté de Jean-Marie Michel Moukoko remettrait en cause le pouvoir actuel, sinon la démarche de conservation du pouvoir qu'ils ont entreprise. Mais je crois que le pouvoir, on le détient du peuple. Donc, si on veut accéder au pouvoir, c'est sur la base des élections. Pourquoi? C'est la question que se pose. Pourquoi la libération de Jean-Marie Michel pose problème? Pourquoi le retour de certains exilés au pays pose des problèmes? Pourquoi on parle toujours de paix? Peut-on parler de paix lorsque il y a une justice à deux vitesses, deux poids, deux mesures? Peut-on parler de paix lorsque certains peuvent se permettre de poser des actes qu'ils ne sont pas du tout inquiétés, alors que les autres, on leur cherche même des coups dans la tête, même quand ils n'ont absolument rien. C'est pour ça que, profitant justement des 10 ans d'emprisonnement de Jean-Marie Michel Moukoko, nous avons tenu à faire cette petite évocation pour qu'il n'y ait pas d'oubli. Et je souhaite que assez souvent qu'il y ait des débats. Parce qu'en conclusion, on dit quoi? Le pays va mal, très mal. Jean-Marie Michel Moukoko s'est levé parce qu'il estimait que le pays allait mal, qu'il estimait qu'il fallait qu'il se lève, qu'il soit en contact avec les Congolais et qu'il avait des propositions, des solutions à proposer pour que le Congo sorte de cette situation que nous connaissons depuis de nombreuses années. Et le constat fait aujourd'hui est grave. Le Congo va mal, très mal. Les Congolais vivent dans la misère et dans la souffrance. Il y a une petite minorité qui s'accapare de l'essentiel de la richesse nationale et qui plonge la grande majorité dans une situation inacceptable et intolérable. C'est pour ça, chers téléspectateurs, que je lance un appel aux acteurs politiques. Je lance un appel aux citoyens congolais.
leur dire que toute cette démarche de Jean-Marie Michel Moukoko ne se caractérise que par une chose: l'amour de son pays, la volonté de le sortir de la grave crise multidimensionnelle qu'il traverse depuis longtemps, la volonté d'arrêter la souffrance et la misère des Congolais, de proposer une alternative qui permette aux Congolais qui ont eu la bénédiction d'avoir un pays riche, de vivre mieux qu'ils ne vivent aujourd'hui et de faire en sorte que nous puissions aller de l'avant. N'oublions pas Jean-Marie Michel Moukoko. Battons-nous pour sa libération. Il a déjà purgé 10 ans. Puissions-nous nous battre pour que sa libération devienne effective. Puissions-nous nous battre pour que sa libération devienne effective. Quant à Jean-Marie Michel Moukoko, à André Okombi Salisa et aux autres prisonniers politiques, nous vous dirons tout simplement: nous sommes dans la souffrance parce que nous savons que c'est à cause de l'amour que vous avez pour ce pays, c'est à cause de l'amour que vous avez pour nous, que vous êtes dans cette situation de souffrance. Nous ne vous oublierons pas. Nous ne vous oublierons pas. Nous sommes préoccupés parce que jusqu'à présent, nous n'avons pas pu obtenir cette libération. Mais nous continuerons. Et nous allons continuer à tout mettre en œuvre pour que cela puisse se réaliser. C'est sur ces mots que je souhaite bon courage à nos frères, à nos amis qui sont présentement enfermés dans la maison d'arrêt de Brazzaville. Nous leur disons courage, nous leur disons merci et nous leur disons nous en souffrons sérieusement. C'est sur ces mots que je vous remercie pour votre aimable attention et espère que le 27 juin prochain, nous aurons encore un bon thème que nous pourrons développer, sur lequel nous pourrons échanger avec vous. Et nous vous disons merci et à bientôt.